députés membres des commissions agro-pastorales veulent améliorer le quotidien des populations togolaises. Ce matin, ils étaient en réunion avec les experts du ministère de l'Agriculture et de la FAO pour réfléchir ensemble à l'élaboration d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour le Togo. Notre pays a validé 12 des 20 indicateurs du programme Millennium Challenge Corporation qui permet ainsi de tendre vers l'aide octroyée par le gouvernement américain à travers ce programme. C'était les titres. Place au journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le droit à l'alimentation était au cœur d'une rencontre d'échange ce matin entre les députés membres des commissions agro-pastorales et les experts du ministère de l'Agriculture et de la FAO. Ensemble, ils se sont retrouvés pour penser à l'élaboration d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation dans notre pays. Les précisions avec ce reportage de Kwasiglé et Tchassinam Baga. Manger, surtout bien manger, est un droit fondamental de l'homme. Comme tel, l'alimentation doit être encadrée et réglementée par des lois. Le Togo, en la matière, ne dispose pas encore d'instruments juridiques. Voilà pourquoi le gouvernement a organisé cette rencontre d'échange au profit des parlementaires pour les initier à l'élaboration d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Ces pays qui ont avancé à la rééducation de la femme et à améliorer la nourriture de la population sont pays qui ont fait un grand accord national pour donner priorité à la lutte contre la faim et pour la sécurité alimentaire. Et ce sont des pays qui ont fait un grand consensus. Et c'est le Parlement l'espace de consensus. Les travaux vont porter sur les techniques et outils d'élaboration d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Les expériences des pays qui disposent déjà d'une loi cadre vont être partagées. Ces assises vont aboutir à une feuille de route sur l'élaboration de la loi cadre sur le droit à l'alimentation au Togo. Le gouvernement se fait accompagner dans ce processus par la FAO. C'est au regard du grand intérêt manifesté par les différents acteurs du Togo, particulièrement l'engagement du gouvernement et des honorables députés à l'Assemblée nationale, que la FAO se propose de continuer son appui aux efforts du pays pour la réalisation progressive du droit à l'alimentation. Mettre chaque citoyen à l'abri de la faim est le souci permanent du gouvernement, a rappelé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il a souligné l'importance pour le Togo de disposer d'un cadre juridique sur le droit à l'alimentation. En dépit de nombreux efforts réalisés par le gouvernement en matière de disponibilité des produits alimentaires, de la protection sociale ou encore de construction d'infrastructures, les populations ne pourront véritablement avoir accès à une alimentation adéquate et saine que lorsqu'elles seront protégées par un corpus juridique clair qui empêche toute violation de ce droit. C'est depuis mars 2014 que le Togo s'est engagé dans le processus de réalisation du droit à l'alimentation. Il bénéficie de l'appui technique et financier de la FAO et de la Norvège. Et les céréales font partie du bol alimentaire des Togolais. Le ministre en charge de l'agriculture vient justement de donner le ton à la campagne nationale de leur commercialisation. Dans la zone d'aménagement agricole planifié de Mango, ZAP, il a remis un chèque de 14 millions de francs CFA aux producteurs. Depuis Mango, la correspondance de Désiré Aloy. Une journée pas comme les autres sur le site Zone d'aménagement agricole planifié ZAP Mango à la sortie sud de la ville. Les membres de la ZAP viennent de rentrer en possession d'un chèque de 114 millions de francs CFA, une avance sur commande. À la fin de la récolte, ils céderont l'excès de leur production du ripadie à l'ANZAT. Une innovation au niveau du ministère en charge de l'agriculture pour soutenir les producteurs qui ne pourront plus brader leur récolte. 300 tonnes du ripadie sont entendues de cette surface de 200 hectares, une production à l'échelle. Une machine qui est venue nous couper le riz, pas plus que 30 minutes, il a fait plus d'1 hectare. Avec tout ce que le président de la République nous a fait, on dit au revoir à la fin sur notre site. Et nous vous assurons que 1 an, 2 ans, vous venez ici, tous les paysans seront dans leur camion.
Le ministre Urukura Agadazi lance ainsi cette innovation qui encourage les producteurs à se mettre en coopérative, aide à la maîtrise du foncier et contribue à la mise en place des agropoles. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire vient de signer un contrat d'achat de 300 tonnes d'une valeur de 114 millions de francs. Le gouvernement a appuyé les paysans, surtout dans cette phase de récolte, en engageant les 2 moissonneuses qui vont rester sur le site pendant le temps qu'il faut pour récolter la totalité des produits qui sont sur la ZAP de 200 hectares. Puis il dévoile les prix des produits à l'achat des céréales aux producteurs. Dans la foulée, le ministre Agadazi a remis aux producteurs 4 motopompes, dont une à la ZAP de Sadori. En plus de ce don, des motos tout-terrain pour les gestionnaires de la ZAP. Un autre encore constitué de 25 béliers géniteurs pour accroître les bergeries des producteurs. Un tour du ministre vers le côté sud de la ZAP pour visiter une maîtrise d'eau en vue d'une irrigation goutte à goutte. Je vous annonçais cette bonne nouvelle dans les titres. Pour cette année 2016, le Togo vient de valider 12 indicateurs du programme Millennium Challenge Corporation MCC. L'information a été partagée aux membres des comités sectoriels des points focaux du Millennium Challenge Account MCA du Togo et à la presse. Cette rencontre de partage de la carte score 2017 sur les progrès réalisés par notre pays permet de réfléchir également aux stratégies à mettre en place pour garder le cap et valider si possible tous les 20 indicateurs afin de permettre au Togo de bénéficier du programme Compact. Les précisions avec Viviane Onsouvi et Edem Susupa. Le Togo a de fortes chances d'être éligible au programme Compact. Le pays a 12 indicateurs ouverts selon la carte des scores 2017 publiée par le Millennium Challenge Corporation le 3 novembre dernier. Ce bond qualitatif est la preuve d'une profonde transformation opérée à travers des réformes. 2 indicateurs phares ont été validés pour la première fois. Il s'agit de la maîtrise de la corruption et la liberté d'information. Nous avons voté le code pénal qui comprend pour la première fois des dispositions pénales relatives à la corruption, ce que nous n'avons pas il y a de cela 15 ans, 20 ans. Nous avons en termes de mise en œuvre, la mise en place des structures au niveau de l'OTR. Vous avez des communications qui sont faites ces derniers temps sur les sanctions qui ont été infligées à l'endroit des agents véreux. Aussi bien au niveau du secteur privé où aujourd'hui personne n'est protégé. Des efforts restent à faire au niveau de certains indicateurs toujours fragiles. Indicateurs fragiles, oui, mais il faut dire qu'au niveau du Togo, des réformes sont déjà en cours. Il nous faut mieux communiquer sur ce que nous faisons. Il y a d'abord l'indicateur sur le foncier qui est très sensible, mais je sais qu'il y a des efforts qui sont en cours. Pour l'indicateur création d'entreprise, l'une des réformes importantes, c'est la création d'entreprises sous seing privé. La réforme est effective sur le terrain. Le Togo a adopté la loi. Je pense qu'il nous revient en tant que Togolais, lorsque le Doing Business enverra les questionnaires, que nous ayons le courage de dire effectivement ces réformes sont effectives pour que le Doing Business puisse l'intégrer dans les évaluations. Et je pense que l'année prochaine, si vraiment nous le faisons, le Togo pourra valider cet indicateur. Pour ce qui est de l'indicateur ACO Crédit, les tests ont été pris. L'institution évaluatrice attend ce que le BIC soit opérationnel. Le Togo a tout à gagner dans son élection au Millennium Challenge Account. Le Togo va se lancer bientôt dans le PND, le Programme national de développement, qui a beaucoup plus d'ambition que la SCAP et qui va exiger beaucoup plus de ressources. Et donc le MCC peut apporter des ressources très importantes qui sont des dons, qui ne sont pas remboursables, qui vont donner un coup de pouce énorme pour la réalisation des objectifs sociaux, environnementaux et économiques du Togo. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir des critères de performance dans plusieurs secteurs tels que la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain et l'encouragement de la liberté économique. Le Togo a encore une marge de progression car 5 indicateurs sont juste en dessous de la médiane. Pour l'heure, on se félicite du travail accompli. Ce lundi, s'est ouverte à Lomé la session inaugurale des consultations nationales sur l'objectif de développement durable ODD numéro 4 concernant l'éducation Vision 2030. Des consultations qui visent à trouver des voies et moyens en vue de l'atteinte effective de cet objectif. Ramdan Bassida.
L'objectif de développement durable ODD 4 insiste sur une éducation inclusive et équitable, de qualité et la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La tenue de ces consultations nationales lancées ce jour vise donc à définir les priorités et les opportunités pour le développement de la politique éducative. Il s'agit aussi de fixer une feuille de route nationale 2030 selon le ministre Octave Nico-Bromo. J'ai plaisir à rappeler que le Togo a été impliqué dans l'élaboration de cet objectif à Kigali en février 2015, à Ichion en mai 2015 et à New York en septembre de la même année. Notre pays, sous les hautes directives du chef de l'État, son Excellence Faure Essoazina Gnassingbé, a été ainsi un acteur important dans le processus d'élaboration des ODD en général et de l'ODD 4 en particulier. Ces consultations ont pour but de présenter des mesures concrètes en matière de mise en œuvre et de suivi du dit objectif. C'est dans cette optique que votre assistance, Monsieur le Directeur général adjoint, et celle de votre secteur seront d'un grand apport pour le Togo. Pour le directeur général adjoint de l'UNESCO pour l'éducation qui entend, aucun développement ne peut se faire sans une éducation inclusive de qualité. Je tiens à féliciter le gouvernement du Togo pour l'innovation et la dynamique de réforme en cours, particulièrement dans les secteurs de l'éducation de base, y compris l'alphabétisation, enseignement technique et la formation professionnelle et enseignement supérieur. À travers ces consultations, un nouveau départ pour l'éducation est tracé. Priorité sera donc faite à toutes les nouvelles stratégies visant à l'atteinte des ODD 4 d'ici 2030. Éducation, toujours après justement l'ouverture de cette session inaugurale, le rapport mondial de suivi de l'éducation 2016 a été présenté. Le Togo fait figure de bon élève, même si des efforts restent encore à faire. Le résumé du dit rapport dans ce reportage de Ramdan Bassina. Dans le souci d'être au rendez-vous de l'agenda 2030 sur l'éducation, le Togo avait déjà pris de l'avance en élaborant son plan sectoriel couvrant la période 2014-2025. Et déjà, les résultats sont là. Sa mise en œuvre a permis des avancées notables à tous les niveaux, notamment au niveau de l'accès et de la rétention. C'est ainsi que dans l'enseignement primaire, le taux net de scolarisation est passé de 86% en 2010-2011 à 95,5% en 2015-2016, soit une progression de plus de 9 points. Pour l'achèvement universel, nous enregistrons un taux de 85,2%, mais avec des disparités liées au genre, bien que la parité filles-garçons soit presque atteinte au préscolaire et au primaire. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, le nombre d'apprenants pour 100 000 habitants a plus que triplé. L'UNESCO qui appuie le Togo à la coordination de cet agenda pour l'horizon 2030 sur l'éducation salue ici les efforts consentis. Cette institution relève toutefois des manquements et encourage les États à suivre les recommandations du rapport mondial sur l'éducation. Concernant le Togo, il y a des points forts et des points faibles. Donc sur les points forts, le rapport a salué le fait que le Togo investisse plus de 4% de son PIB et plus de 19% également de ses dépenses publiques, ce qui est bien au-dessus de la norme qui est fixée par l'UNESCO. Donc le Togo fait beaucoup mieux et le rapport félicite le Togo sur cette question. Le rapport souligne également le fait que le Togo fasse énormément d'efforts aujourd'hui pour donner plus de possibilités d'accès et de maintien dans le système éducatif. Dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation, il urge d'adopter des approches nouvelles visant une éducation inclusive à 100%. Au rythme actuel, seulement 70% des enfants des pays à faible revenu auront achevé l'école primaire d'ici 2030.
Toujours au chapitre éducatif, retenez que la deuxième promotion des étudiants du Centre de formation au métier de l'industrie CFMI a fait sa rentrée ce lundi. Ils sont 80 étudiants à entamer les cours dans différentes filières, notamment la mécanique diesel, le froid industriel, la mécanique d'entretien et autres. Ils ont 14 mois pour finir la formation et en sortir avec un diplôme, celui du brevet de technicien industriel BTI. Les précisions avec Serge Tastom et Sylvain Abdou. Présence effective des étudiants dans les salles de formation, tout comme dans les ateliers, marque le début de la reprise de la rentrée académique au Centre de formation au métier de l'industrie CFMI. Ils sont 80 étudiants répartis dans chaque filière et constituent la deuxième promotion. L'admission dans ce centre nécessite un concours d'entrée. Il faut être titulaire du bac 2. Toutes séries confondues. Après, on fait la sériation, c'est-à-dire ceux qui ont fait la série littéraire, on les pousse vers, disons, la mécanique diesel et, disons, l'activité de chaudronnerie. Pour les autres qui ont fait les séries scientifiques, c'est eux qui font la climatisation, le froid industriel, la mécanique industrielle et l'automatisme qu'on appelle l'électromécanique. Le CFMI est un centre de formation professionnelle destiné aux professionnels du secteur industriel et aux jeunes demandeurs d'emploi. La présence des responsables d'usines et d'entreprises à cette cérémonie témoigne donc de l'attachement qu'ils accordent à ce centre de formation. Vous imaginez les jeunes qui sont appelés à finir leur parcours dans plus de 14 mois, devront être opérationnels. Aujourd'hui, ils ont la capacité, la possibilité de pouvoir déjà aller dans ces entreprises, aller voir comment on se comporte, comment est l'environnement industriel et déjà s'apprêter pour relever le défi. Ce centre a été inauguré par le chef de l'État 7 mois après son démarrage. Son objectif est de permettre aux entreprises du secteur industriel d'accroître leur compétitivité et leur productivité en ressources humaines, bien adaptées aux réalités actuelles. Le centre de formation au métier de l'industrie CFMI a donc déjà déployé certains étudiants en fin de formation sur le terrain pour un stage de perfectionnement. Ce centre vient justement répondre aux besoins des apprenants et des industries à une adéquation entre la formation et l'emploi. Quels sont alors les cours dispensés dans chaque filière du CFMI et à quoi les apprenants doivent s'attendre à la fin de leur formation? Les réponses dans ce dossier réalisé par Serge Tastom et Sylvain Abdou. Des équipements industriels de toutes sortes installés dans chaque section pour offrir une formation de qualité aux apprenants du centre de formation au métier de l'industrie. C'est une initiative du gouvernement pour répondre à la quête permanente de la compétitivité au sein des entreprises. Et dans chaque filière, comme ici, dans cet atelier de froid industriel et climatisation, tout le dispositif est là pour un meilleur encadrement répondant à l'adéquation formation-emploi. Nous faisons la climatisation individuelle, centralisée, les groupes d'eau glacée. Et en plus, nous couvrons tout ce qui est production d'eau glacée. Et troisième, c'est que nous faisons les chambres froides industrielles. Tout ce qui est conservation des denrées avec des machines que vous voyez ici. Le CFMI dispose de 5 filières avec 16 apprenants par option. La chaudronnerie, la soudure, l'électricité, la mécanique diesel et d'entretien en sont quelques-unes. Ici, nous sommes dans l'atelier de mécanique d'entretien où nous formons des techniciens qui seront appelés à faire des interventions de maintenance industrielle dans le domaine de la mécanique. Ils seront appelés à travailler, par exemple, dans les entreprises où on a besoin des mécaniciens qui vont réparer des machines. Pour cette formation industrielle, tout passe donc par l'initiation à l'utilisation des machines en vue de permettre aux étudiants d'être opérationnels sur le terrain. Et c'est cette réalité que vivent également ceux de la filière tuyauterie et soudure. Dans notre atelier, nous formons ici des chaudronniers. À leur sortie, ils doivent être capables de pouvoir faire la conformation des pièces et l'assemblage des pièces et puis l'assemblage de la tuyauterie, chaudronnerie également. Ils font 6 mois chez nous ici. Ils vont dans les entreprises pour faire 1 mois de formation en entreprise. Ils reviennent faire encore 6 mois et ils repartent pour faire 2 mois de formation en entreprise pour pouvoir préparer leur diplôme de fin d'année. Au terme de leur formation, ils obtiennent un diplôme de brevet professionnel suite à l'examen qu'organise la direction des examens, concours et certificats.
classification. Comment gérer les marchés publics au Togo? Les organisations de la société civile et membres des médias sont à cette école depuis ce matin. Une formation qui leur permettra de mieux cerner les dimensions du dit secteur pour ainsi distinguer et dénoncer les fraudes et corruptions en réponse aux attentes des populations. Et c'est une initiative de l'autorité de régulation de ces marchés publics, la RMP, qui a fait de la transparence son cheval de bataille. Les précisions avec Komon Poyede. Considérées comme interface naturelle entre les pouvoirs publics et la population togolaise, les organisations de la société civile et les médias doivent informer les populations sur les actions de développement menées par le gouvernement. La réforme des marchés publics a fait de la société civile un des acteurs de la commande publique, au même titre que l'administration et le secteur privé. Alors, il appartient à la société civile d'amener la population à contrôler certains projets qui sont réalisés à leur intention et à dénoncer les irrégularités que la population constate ou bien les acteurs de la société civile constatent. Cette démarche de la RMP s'inscrit dans la logique de la politique du gouvernement togolais qui fait de la transparence un des leviers essentiels dans la construction d'un état de droit. Pendant 3 jours, les participants auront à se familiariser avec les principes de base qui régissent la commande publique et les étapes du processus d'acquisition publique. Direction maintenant Kara, où les médecins des entreprises qui ont leur démembrement dans la ville viennent de bénéficier d'une formation sur les maladies professionnelles. La Caisse nationale de sécurité sociale a voulu ainsi leur permettre de se familiariser avec le tableau revisé de ces maladies professionnelles. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. Pour compléter la loi 2011-006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale, le chef de l'État a pris le 27 juin 2012 le décret 2012-0043 qui porte révision des maladies professionnelles. Ces maladies ne sont pas toutes connues des médecins des entreprises. La CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, s'est engagée à outiller ces médecins. Une maladie professionnelle, c'est une maladie que l'on contracte au cours du travail et qui est inscrite sur un tableau. Et sur ce tableau, nous retrouvons 3 colonnes. La première colonne va parler des symptômes, les différents signes qu'on peut avoir. Dans la deuxième colonne, nous parlons du délai de prise en charge. Ce délai de prise en charge court de la cessation de l'activité jusqu'à l'apparition des premiers signes ou des premiers symptômes de la maladie. Et dans la troisième colonne, on détaille la liste exhaustive ou non des activités qui, quand elles sont réalisées et nous présentons ces symptômes, on les considère comme maladies professionnelles. La liste des maladies professionnelles a été établie par la loi pour pouvoir indemniser ceux qui présentent ces pathologies. Mais ce qui est préférable, c'est d'adopter des stratégies de prévention. Il y a des maladies liées à l'utilisation du plomb ou à l'exposition au plomb, des maladies liées à l'utilisation ou à l'exposition à l'amiante, des maladies liées au bruit, lorsque le bruit dépasse la limite tolérable de 80 décibels et que les gens y sont à longueur de journée, à longueur de semaine et d'année, eh bien ils peuvent devenir malentendants ou carrément devenir sourds. Donc voilà un peu quelques exemples de maladies qui aujourd'hui peuvent être prises en charge par la CNSS. Donc il faudrait que les médecins qui sont en entreprise maîtrisent les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent contracter les maladies et donc faire de la prévention, amener l'entreprise à faire de la prévention pour éviter que les travailleurs qui sont exposés à ces facteurs de risque ne développent effectivement les maladies. Sur le tableau des maladies professionnelles au Togo, y figurent 46 types de maladies. Comment lutter contre le réchauffement climatique? La question reste posée et elle est au cœur de la COP22 ouverte ce lundi à Marrakech au Maroc. Et la solution pourrait venir des énergies renouvelables. Paris pour le climat est accepté. C'était il y a un an, l'émotion,
les larmes de joie. Après d'âpres négociations, l'accord de Paris est adopté. 195 nations s'engagent à tout faire pour maintenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés. C'est une grande victoire pour l'humanité parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures. Passer de ces belles promesses aux actes, rentrer dans le vif du sujet, c'est tout l'objectif de la COP22. 20 000 représentants des différents pays se retrouvent à Marrakech et ils vont devoir se pencher sur les plans nationaux élaborés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec des questions très concrètes, comment mesurer les efforts, comment créer un thermomètre commun. Autre point, trouver les 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches pour aider les plus pauvres à s'adapter au changement climatique. Bien sûr qu'on rentre dans le plus dur. Le temps des promesses, c'est un temps qui est à la rigueur assez facile quand tout le monde est plein d'enthousiasme et qu'enfin on a convaincu. Mais quand il s'agit de passer au réel, au concret, quand il s'agit de dépenser et de mettre sur la table les 100 milliards par an, on sait bien que c'est là que ça risque de coincer. C'est pour ça que la COP22 est cruciale. C'est parce qu'il faut vraiment qu'on passe des belles promesses à des actes concrets. La COP22 sera donc révélatrice de la volonté réelle des États. Et il y a urgence. 2016 risque d'être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Jour J-1, demain les Américains iront aux urnes pour élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Mais pour l'heure, c'est la dernière ligne droite pour les 2 candidats à la présidentielle. Hillary Clinton et Donald Trump multiplient les campagnes pour convaincre les indécis. Et l'heure est également au dernier pic entre les deux adversaires. Regardez. Et le sprint final, 575e jour de campagne, l'ultime marathon avant le scrutin. 3300 km au programme pour Hillary Clinton, 4 meetings aujourd'hui dans 3 États, 5 même pour son rival Donald Trump. Les 2 candidats ne lâchent rien. État décisif pour Trump, la Floride, celui qui pourrait faire basculer l'élection. Entre 2 tirades contre sa rivale, le républicain choisit l'autodérision pour faire pencher la balance. Pas mal ces cheveux, non? À Pittsburgh, Hillary Clinton jette ses forces dans la dernière bataille. Aux États-Unis, les candidats ont le droit de s'exprimer jusqu'au dernier moment. Alors face aux journalistes, elle veut rassembler au-delà de son camp. Je veux vraiment être la présidente de tous, de ceux qui vont voter pour moi et des autres. Dernière étape pour elle, un grand show prévu ce soir vers minuit à Philadelphie. Le couple Obama sera là pour la soutenir et même la star du rock, Bruce Springsteen. Tous les moyens sont bons pour séduire les derniers indécis avant le jour J. Retour en page nationale et je vous donne lecture de cet arrêté interministériel portant ouverture d'un concours interne de recrutement des cadres moyens de la statistique session du 30 novembre 2016. Le ministre de la fonction publique et son collègue de la planification portent à la connaissance du public qu'un concours interne de recrutement d'agents techniques de la statistique est ouvert le lundi 7 novembre 2016. Ce lundi, donc, dans le centre unique de Lomé aux fonctionnaires de la catégorie B de l'administration publique et concerne tous les ministères. La date d'écrit est prévue pour le mercredi 30 novembre 2016 dans le centre unique de Lomé. Une formation d'une durée de 9 mois est prévue à l'École nationale d'administration ENA de Lomé et sera sanctionnée par un diplôme d'agent technique de la statistique. Un diplôme d'agent technique de la statistique sera délivré par l'ENSEA et l'ENA aux élèves méritants. Et pour plus de détails sur ce concours interministériel, consultez le quotidien national Togo Presse. Un bateau de croisière a accosté au port autonome de Lomé ce matin. À son bord, près de 500 touristes, en majorité de nationalité britannique et américaine. Durant 24 heures, ils auront donc à visiter quelques sites touristiques du pays et surtout le marché des fétiches. Lucas. Marché des fétiches de Lomé, premier attrait touristique visité par ces voyageurs fascinés par les cultures et traditions africaines.
Arrivé au Togo par le bateau de croisière Seven Seas Navigator en provenance de Takoradi au Ghana, ces touristes, en majorité américains et anglais, trouvent ici leur compte. On aime beaucoup le Togo parce que les gens en général sont très gentils. Le temps fait beau, il y a beaucoup de choses à voir. Et on a justement acheté un souvenir. Je l'aime bien, avec les plumes en couleur. On se laisse guider par la forme, comment on peut voir. Pour nous, c'est de l'art. Hein. On nous a souhaité le bienvenu ce matin dans le port avec un groupe qui dansait. C'était très, très beau, très une forme d'art, quoi. On ne connaît pas. Près de 500 personnes ont foulé le sol togolais à bord de ce bateau de croisière, le 4e qui mouille les côtes togolaises cette année. C'est des gens qui sont descendus au Togo, d'abord pour découvrir nos sites, monuments et attractions culturelles que nous avons dans le pays. Le Togo a de la matière à revendre dans ce sens que nous avons dans le pays principalement des sites d'intérêt culturel, des sites naturels d'intérêt culturel, mais également des sites qui attirent du monde. Nous avons également beaucoup de manifestations culturelles. En 24 heures, les passagers du Seven Seas Navigator visiteront le lac Togo, la maison des esclaves à Godrafort et se frotteront à la culture et aux rites des populations d'Akatosovie-Péasségbe et de Zanguera. Ils reprendront la mer après ces 24 heures pour Sao Tomé et Principe. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Notez les autres rendez-vous de l'actualité. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinso pour la dernière édition du journal. Demain, l'édition de la mi-journée vous sera présentée par Esther Laclé. Et moi, je vous retrouve ici demain à 20h. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.